Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 21, séparation et relations entre la littérature générale et de l'imaginaire. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Derousse. Un sujet brûlant, parfois controversé, qui nous a été suggéré sur le forum d'elbakin.net, qu'on remercie encore une fois pour la diffusion et pour l'hébergement. On parle parfois du fossé entre la littérature générale et la littérature de genre, et on va parler de son existence ou pas, de points de vue qu'on peut avoir. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'imaginaire au sens large, c'est la première culture populaire, et il suffit de voir que tout le monde connaît Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter, Seigneur des Anneaux. En tout cas, en termes d'impact planétaire, c'est assurément la première culture. Tous les trois, on est auteurs de l'imaginaire, ou en tout cas considérés comme tels, même si Mélanie t'a fait un essai récemment, et que pour ma part, j'ai un peu dérivé vers les eaux du thriller. Et c'était de la fantaisie urbaine. Je pense qu'on peut mentionner aussi, je mettrai le lien dans les notes, que depuis 2 ans, si ma mémoire est bonne, l'Observatoire de l'imaginaire, ex-États généraux de l'imaginaire, se charge d'observer et de recenser les échos des littératures de genre, des littératures de l'imaginaire notamment, dans les médias généralistes, pour voir si la représentation est bel et bien à la hauteur de son poids économique. La réponse, ça n'engage que moi, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt ça pourrait être mieux. Donc, ressentez-vous cette séparation entre littérature de l'imaginaire et littérature générale? Est-ce que de l'autre côté du miroir, elle est véridique, elle est là? Est-ce que vous la vivez bien? à différents niveaux. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ce que tu disais sur les médias et autres, où là, effectivement, il y a un fossé. Les deux domaines n'ont pas du tout accès aux mêmes médias. Et je pense que autant par exemple, les journaux, les grands journaux ont très souvent, c'est par période, une rubrique. Je pense là, par exemple, il y a quelques jours, au moment où on enregistre, il y avait un article sur l'éditeur Rivière Blanche dans Télérama, parce que Télérama a un critique qui est spécialisé, Hubert Prolongeau, et qui connaît bien le domaine. Donc on a ce genre de choses. Par contre, je dirais que les émissions de télé, par exemple, ne nous sont pas tellement ouvertes à partir du moment où on a vraiment l'étiquette de genre. Donc il y a encore un fossé qui existe sur ce genre de choses. Après, il y a une autre question qui est celle du mépris supposé, disons, des gens par rapport au genre. Et là, je suis un peu plus nuancée par rapport à l'idée qu'on peut en avoir. On a souvent cette idée que la SF, la fantasy, les genres sont un ghetto et que les autres types de littérature ou les autres types de lecteurs méprisent. C'est parfois vrai, je pense que c'est plus nuancé que ça, et en plus ça marche dans les deux sens. Je m'aperçois que quand je parle avec des gens et que j'annonce que j'écris et je précise du fantastique, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions en face de « ah bah non, c'est de la sous-littérature ou autre ». J'en ai eu un petit peu, mais assez peu. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que moi-même, j'ai presque le réflexe de m'excuser parce que je m'attends à ce que la personne ait cette réaction de rejet. Et je trouve ça très intéressant. Le rejet vient peut-être plus souvent de moi que de la perception en face. Et je trouve que ce point-là est plus nuancé. Après, on peut débattre sur différents aspects, mais voilà mon avis sur la question. Alors, je pense qu'il y a effectivement des deux, c'est-à-dire que il y a d'une part, par exemple, de certains profs de faculté, de la part d'un certain grand public, effectivement, ce mépris-là. C'est vrai que tu parlais des médias, il y a une représentation qui est pas toujours la même, ou alors on parle des grands phénomènes, et type Game of Thrones, Star Wars, etc., Harry Potter, mais ça arrive quelque part après coup, une fois que le phénomène a déjà explosé. Alors, il faut quand même rendre hommage, et je suis content, ravi que tu l'aies fait. Il y a de plus en plus de journalistes spécialistes de ces littératures-là, dans les grands organes de presse, dans Le Point, dans Libération, oui. Télérama, etc., qui sont tout à fait au fait et qui promeuvent et qui en parlent, ce qui est le signe aussi d'un changement des temps, probablement. Dans mes contacts avec la fac, on a des universitaires très pointus, très calés, qui travaillent de façon poussée là-dessus. Anne Besson en fantasy, par exemple. Ça, c'est beaucoup accentué récemment, oui, c'est vrai. Ça s'est encore une fois récemment accentué. Cela dit, je pense qu'on a tous eu aussi des expériences où, alors on enregistre, ça m'est encore arrivé il y a 10 jours, où en salon, dame d'un âge un peu certain, dirons-nous, passe devant mon stand, regarde les bouquins, je dis que je fais de la fantasy, et elle me regarde avec candeur, et elle me dit « Ah bon, moi je lis du roman ». Parce que tout ça, toutes ces pages de fiction avec des personnages, c'est évidemment pas du roman. Mais c'est une sorte d'héritage. C'est une sorte d'héritage de ce que c'était le statut des littératures de l'imaginaire, qu'on n'appelait pas, et ça s'appelait même pas littérature de l'imaginaire, en fait. Oui, ou alors l'idée, chez certains lecteurs, que c'est pour les jeunes. Ça m'est arrivé une fois en salon d'être classée au milieu des auteurs jeunesse,
Et je sais que notamment des amies femmes qui écrivent de la fantasy, on pense tout de suite qu'elles écrivent pour la jeunesse. Il peut y avoir un présupposé dans ce sens aussi. Ça me fait toujours penser à John Michael Straczynski qui, en faisant Babylon 5, une série très en avance sur son temps, pour justement combattre ce truc-là, il y avait un slogan sur le plateau qui disait « No kids, no cute robots ever ». C'est-à-dire pas d'enfants, pas de robots mignons, jamais de la vie. Mais c'est vrai, sur les stands, moi ça m'arrive assez régulièrement aussi où j'écris de la fantasy et le réflexe qui va derrière, c'est pour quel âge ? C'est certainement pas pour les jeunes, vu comment je trucide à tour de bras. Et même d'ailleurs, Game of Thrones, pourtant la violence du truc est quand même assez connue, et il y a une espèce de méconnaissance où je vois des fois des enfants qui regardent Game of Thrones. Mais il y a souvent une perception différente, et c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup sur ce qui passe par l'image, je dirais les films, les séries, et ce qui se passe dans les livres. Et beaucoup de gens qui sont gros consommateurs de ces séries-là vont avoir un a priori sur les livres, en pensant soit effectivement que c'est mal écrit, que quelqu'un l'a déjà dit, soit que c'est pour la jeunesse. Sur le fantastique, strictement, il y a l'idée que soit c'est quelque chose de violent et de gore, soit l'idée qu'au contraire, et là les gens se rappellent quand ils étudiaient le fantastique à l'école avec des textes anciens, soit que c'est quelque chose d'académique et de très chiant. Il y a des préjugés, en fait, que curieusement, très curieusement, les gens n'ont pas par rapport au cinéma ou aux séries. C'est vrai. Alors, tu me fais penser aussi à l'image que se traîne l'étiquette des genres. Par exemple, 1984, Le Meilleur des Mondes, qui sont typiquement les grands classiques de la SF, sont maintenant dans des collections blanches. Et c'est considéré comme des classiques. Et moi, j'ai aussi entendu, en parlant justement de la SF, on m'a répondu avec candeur, là aussi, ah oui, mais ça, c'est de la littérature. C'est de l'anticipation. Oui, ce n'est pas de la science-fiction. Ça aussi. C'est de l'anticipation, c'est pas de la SF. Mais c'est de la grande littérature. Oui, mais c'était paru dans des hors-genres. Je veux dire, à des époques où c'était pas hyper constitué non plus. Donc, ça se comprend. 1984, c'est 1948, la date de publication. Il n'y avait pas de collection encore en France de SF. Et même, de toute façon, ce serait paru dans une collection blanche de toute manière. Tu prends, si je me trompe pas, La Croisée des Mondes aussi, ça a été repris en collection blanche, il me semble, en France. Il faudra que je vérifie. Ou Philippe Cadic aussi, plus récemment. Philippe Cadic, tout à fait. Qui a encore un autre cas de figure, oui. Mais si on va par là, en fait, les genres, en fait, ils irriguent énormément dans la littérature générale, mais il faut surtout pas le dire. Parce que je pense que ça surprendra pas beaucoup de poditeurs qui sont plutôt au fait de ces choses-là, mais j'ai une grande révélation à faire. Les meilleurs vendeurs en France, Marc Lévy, Guillaume Musso, ils écrivent du fantastique, en vrai. Après, en n'utilisant pas forcément... Je suis plus nuancée sur ça, justement, parce que souvent, les exemples qu'on donne, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes, ou c'est pas utilisé. La réflexion, l'utilisation des outils n'est pas la même. Oui, non, c'est vrai. Mais là, c'est carrément un autre débat. Oui, mais c'est pareil en SF. Complètement. La SF très grand public, celle qui paraît hors collection SF et dans des trucs de best-seller, c'est souvent des mécaniques de SF simplissimes, quand il y en a. Donc voilà. Mais bon, ça c'est une autre problématique et on fera peut-être un épisode sur les passeurs, ces écrivains passeurs comme ça. C'était un petit pas de côté, mais en fait, une chose qui me frappe, c'est qu'on parle souvent justement, on se pose beaucoup la question du mépris des littératures blanches ou autres pour la SF. Et moi, je suis extrêmement frappée, pour étant depuis 20 ans dans ce milieu, par le fait que ça marche dans les deux sens. Oui. Et qu'en fait, je suis très souvent exaspérée par l'idée que des lecteurs ou auteurs, ou personnes en tout cas, s'intéressant au genre, se font de la littérature blanche en général, avec le présupposé que c'est nombriliste, c'est chiant, c'est pas intéressant, ça ne parle pas du réel. Ça c'est intéressant. Chacun des deux camps est persuadé que l'autre ne parle pas du réel. C'est quelque chose qui me frappe. Ou bien une chose aussi qui m'agace particulièrement parce que je trouve ça un peu simpliste, c'est de dire ah mais eux en ce moment leur truc c'est l'autofiction. Ils vont puiser dans leur propre histoire, alors que nous, on invente des histoires avec l'idée de dire, nous, on fait quelque chose de beaucoup plus créatif. Et je trouve que il n'y a pas un camp, en plus, on parle en camp comme si c'était une guerre, il n'y a pas un côté plus intéressant, je trouve ça absurde et je trouve quelque part idiot qu'on puisse s'énerver d'être maltraité par l'autre côté et faire exactement la même chose en sens inverse. En fait, je ne supporte pas ça. Ouais, mais en fait, c'est logique, c'est humain. C'est humain, oui. La culture, elle est soumise à sa propre histoire. Je pense que c'est ça, et c'est très difficile de s'abstraire de ça, en fait. Ça veut pas dire que ça bouge pas, hein. Ça bouge, et ça bouge pas mal, même. Mais il faut toujours prendre en compte cette historique-là. Oui. Depuis que j'ai commencé, plein de trucs ont été bouleversés. C'est plus du tout la même histoire, en fait. Moi, dans mon parcours, au début, j'ai complètement intégré l'apartheid, littérature générale, genre, par rapport au genre. Ça m'était totalement naturel. Parce que c'était le cas. Moi, à 20 ans, j'avais une revendication qui était presque communautaire de la SF. Moi, mon discours, c'était la SF, vous trouvez que ça vaut rien, eh ben, je vous emmerde, j'en lis et je me Oui, il y a beaucoup ce côté-là. C'était ça. Mais c'est parce qu'il y avait une espèce de fierté
à revendiquer comme la Gay Pride à une époque, quoi. Mais après, là où moi ça me dérange, mais ça a plus de sens aujourd'hui. Moi, je trouve que ça a beaucoup moins de sens aujourd'hui. Là où ça me dérange, et j'ai un exemple très précis de ça, ça me dérange, c'est que souvent, quand on discute avec les gens qui tiennent ce discours, on s'aperçoit qu'ils n'en ont pas tellement lu, ou alors ils se sont arrêtés sur un livre qui les a énervés. Et j'ai un exemple très précis, c'était un essai que j'avais traduit, en fait, un petit essai court d'Orson Scott Card sur la fantasy. Il voulait convaincre que la fantasy était infiniment plus riche que la littérature générale. Bon, ce que je trouve idiot, mais admettons. Et il base tout son présupposé sur le fait que la littérature blanche ressemble à Ulysse de James Joyce, qui est littéralement le seul exemple qu'il cite, et il base toute sa démonstration sur ce qu'il a énervé dans Ulysse. Je pense que vous serez d'accord sur le fait que c'est pas nécessairement... Enfin, on peut pas prendre un livre, et pas particulièrement celui-là, comme représentatif de tout un champ de la littérature et de tout un historique. Et je trouvais ça absolument idiot. C'est exactement comme les tracteurs de la SF qui vont te dire que ils n'aiment pas la SF en se basant sur Perry Rodan, par exemple. Ben voilà, mais je pense que lui comme moi, ça faisait partie d'un héritage. C'était une époque où, pour percer, on pouvait faire de la SF mais pas le dire. C'était le cas de Robert Merle, de Pierre Boulle, qui faisait de la SF sans le dire. Et il refusait même le terme, ou la cli-fi, la littérature climatique, qui est de la science-fiction à 95%. Mais il ne faut pas dire que c'est de la science-fiction. Donc, vous voyez, je pense que ces remarques qui, effectivement, sont idiotes, sont toujours à replacer dans cette espèce de contexte un peu de oui, je comprends tout à fait la logique qui est derrière. D'un apartheid, mais qui n'existe plus pour moi. Ou alors, il est très atténué. Très atténué, parce que je pense qu'il existe toujours, réellement dans les grands médias. Je pense qu'on ne peut pas être un auteur de pure SF, ou de pure fantasy, ou de pure fantastique, et être invité pour ça, en tant qu'écrivain de SF, chez Hanouna ou au JT de France 2. Je pense qu'on ne peut pas encore aujourd'hui. Mais il y a quasiment que là qu'on peut pas. Il y a eu des articles dans Le Point, dans le Nouvel Obs, dans des trucs généralistes. Donc en fait, c'est globalement la situation n'a plus rien à voir. Il y a Dantec et Welbeck qui sont passés par là. Il y a les chaînes Game One, No Life, bon, No Life n'existe plus, mais qui sont passés par là. Ça fait partie de la culture. Je crois qu'on peut plus être dans cette espèce, de ghetto, même si on peut considérer qu'on est quand même dans un ghetto au sens où il y a encore des attitudes de fermeture. Mais la situation générale, non, je pense pas. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que nos genres ont appris à être autosuffisants. Et en fait, on est héritier de cette époque où, pour survivre, c'est une littérature, ce sont des littératures qui ont appris à survivre sans médiatisation. Et en fait, cette autosuffisance, on en garde encore des traces. En fait. Voilà. Ça me fait penser à une remarque qui m'était venue en réfléchissant à l'épisode. J'ai discuté une fois avec un écrivain qui est publié chez Gallimard dans La Blanche et qui s'intéresse beaucoup au domaine de l'ASF, donc on parlait un peu des différences entre les deux. Je lui parlais des lecteurs qu'on rencontrait dans les festivals et qui nous suivaient et qui revenaient nous voir et qui connaissaient vraiment le domaine par cœur. Et il m'a dit avec pas une pointe de regret, parce que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de succès, mais en disant c'est intéressant parce que dans le domaine où j'exerce, on n'a pas cette notion de lectorat. On l'a pas du tout. Et il y a quelque chose de spécifique à la littérature de genre qui est vraiment ce lectorat qui s'intéresse, qui connaît par cœur. Et tu parlais du fait qu'on ne compte pas sur les médias, on compte sur les lecteurs, et d'une certaine manière, ce sont eux qui font les relais. Oui, et en ce moment, j'ai l'impression, à titre personnel, je vois passer plus de critiques sur des blogs que dans les grands médias. Oui. Des livres qui sortent dans notre domaine. Les blogueurs sont extrêmement actifs et extrêmement, je sais pas si c'est prescripteur, mais jouent un rôle actif en tout cas. Moi, je pense quand même qu'il y a là où il y a par exemple, une discrimination, on va dire, c'est par exemple, jamais des anthologistes ou des revues de littérature générale vont faire appel à des auteurs de SF ou de fantasy ou peut-être de fantastique. Pour le fantastique, je sais pas. Mais moi, j'ai pas connaissance de ça, par exemple. Bah ça, par exemple, c'est une discrimination pour le coup. Si de l'autre côté on considère que les auteurs de SF, les auteurs de genre sont des auteurs comme les autres, ils devraient apparaître dans les revues et il devrait y avoir des textes de SF dans des revues de littérature générale. Or, il me semble que ça n'est pas le cas. C'est anecdotique, oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et c'est là où on peut dire qu'il y a une discrimination. Mais pour le reste, je crois pas. Et moi, personnellement, j'ai évolué sur la question. Je pense que ça vient de mon expérience des réseaux sociaux. Alors, c'est mon opinion d'utilisateur de ces réseaux qui s'exprime. Je trouve que les réseaux sociaux sont infestés de logiques identitaires et communautaires. Et en littérature, comme ailleurs, trop de communautarisme n'est pas bon. En fait. Ça, on est d'accord. Oui. Et donc, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut accepter les critiques extérieures, ce que l'ASF n'a pas toujours fait. Alors maintenant, il n'y a plus de discours, j'allais dire. On est tellement fragmenté que les critiques extérieures, finalement, elles se noient dans une sorte de méli-mélo. Donc je ne sais plus si c'est de toute façon pertinent de penser en termes d'accepter des critiques de l'extérieur. Y a-t-il encore un extérieur ? Il y a des ouvertures, effectivement, et toute cette diversité ne fait qu'enrichir la narration. Ouais, et d'ailleurs, les ouvertures, elles ont lieu hors littérature aussi. Par exemple, alors je peux citer que la SF, mais moi, par exemple, je suis sollicité de temps en temps
par l'art moderne, par la prospective. Donc des trucs parfois extra-littéraires, et même extra-artistiques des fois. Mais la SF, ça ouvre aussi sur d'autres trucs, en fait. Ça mène à tout à condition d'en sortir, comme disait l'autre. Non, et puis, en tout cas, parce que comme la fantasy a pas mal le vent en poupe avec Game of Thrones, etc., il y a beaucoup d'intérêt du côté historique, de la science historique et de l'université de manière générale, envers le genre aussi, sa valeur métaphorique avec l'histoire, etc. Et c'est un courant de fond qui, là aussi, se fait indépendamment des médias plus traditionnels, sauf quand il y a des spécialistes qui en parlent, et merci à eux, d'ailleurs. Pour terminer, alors une double citation... Question-réponse. Alors, la traduction est maison, puisque, a priori, il n'y a pas de version canonique. Mais donc, Margaret Atwood, autrice de La Servante écarlate, dit « La Servante écarlate n'est absolument pas de la science-fiction. Dans la science-fiction, il y a des martiens, du voyage en espace vers d'autres planètes et ce genre de choses. Ce à quoi Peter Watts a répondu, auteur de SF, « Voici une femme tellement effrayée par les microbes que la SF pourrait lui transmettre qu'elle redéfinit joyeusement le genre entier dans le seul but de s'en exclure. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.